Bonjour à tous, c'est un réel honneur pour moi d'être parmi vous aujourd'hui dans ce pays qui m'est cher et qui a su, par son dynamisme, devenir un acteur leader dans le domaine des productions agricoles, notamment dans celui de la production de tomates. À travers cette présentation, je souhaite vous apporter quelques outils qui pourraient vous permettre d'affûter vos stratégies de production afin de pouvoir gagner en productivité et notamment en compétitivité au niveau international. Parmi tous les paramètres et contraintes qui sont à contrôler au niveau de la production agricole, il y en a un qui est parfois mis de côté alors qu'il peut jouer un rôle crucial dans l'optimisation de vos productions. Il s'agit en effet du diagnostic des maladies et plus particulièrement celui de la détection précoce des pathogènes végétaux. Donc, au cours de cette présentation, nous verrons ensemble pourquoi il est essentiel de détecter de façon régulière les pathogènes qui touchent actuellement la tomate. Nous aborderons également les méthodes de détection utilisées par les différents acteurs. Nous verrons les limites et les avantages. Nous verrons enfin comment vous pouvez, vous, les mettre en place facilement au sein de vos organisations. Donc, rapidement, quelques mots sur la société Agdia. Agdia est une entreprise américaine qui développe des kits de détection pour les bactéries, virus et champignons, et notamment des OGM. Notre objectif est de proposer des solutions adaptées aux besoins du laboratoire comme du terrain. Vous avez peut-être entendu parler ou déjà utilisé des kits bandelettes qui permettent une détection rapide sur le terrain. Donc voilà, Agdia, nous fournissons ce type de kit. Donc, ces kits sont utilisés par différents acteurs, notamment au niveau maraîcher, arboricole et ornemental. Donc, chez Agdia, nous proposons également un laboratoire de testing service où nous analysons plus d'1 demi-million d'échantillons par an, ce qui nous permet d'avoir une vision globale de ce qu'il y a comme pathogène au niveau mondial. Enfin, nous travaillons en étroite collaboration avec les secteurs privés, comme les semenciers, les pépinières et les producteurs, et les laboratoires de diagnostic, mais également avec les laboratoires de recherche. Nous faisons partie également de réseaux d'experts sur la question des pathogènes, ce qui nous permet d'être réactifs dans le développement de kits pour des pathogènes à haut risque économique, comme le TOBRF. Donc, venons-en au cœur du sujet. Pourquoi est-il important de détecter de façon régulière les maladies ? Tester les maladies, c'est d'abord limiter leur propagation, pas seulement à Sacer, mais également au niveau du pays et du monde. Pour exemple, je peux vous présenter un cas au niveau de l'Afrique de l'Est, où actuellement sévit une maladie sur le maïs. Il faut savoir que le maïs est une denrée vitale pour cette zone. Donc, sur cette zone, ils ont vu apparaître cette maladie et les autorités locales ont rapidement mis en place des stratégies de détection de pathogènes, notamment en utilisant les bandelettes, afin de limiter la propagation au niveau des champs. Donc, tester, c'est également optimiser ses rendements agricoles. Plus on teste, plus les rendements seront meilleurs. Cela permet également d'avoir une utilisation raisonnée des produits chimiques, afin de protéger l'environnement et la santé humaine. Cela vous permettra également, si vous mettez ce type de stratégie en place, d'accéder aux marchés internationaux qui exigent de plus en plus des normes, qui appliquent des normes de plus en plus exigeantes. Donc, vous voyez pourquoi il est important de détecter les pathogènes. Voyons à quel niveau il faut détecter. Vous avez ici représenté de façon très simplifiée la chaîne de production. Donc évidemment, tout commence par la semence. Donc on va tester les semences afin de garantir leur qualité sanitaire. Sachez que les semenciers travaillent beaucoup pour vous fournir des semences saines. Ils réalisent énormément de tests. Ensuite, on va tester au niveau des pépiniéristes. Là également, il faut s'assurer de la qualité sanitaire des plants avant leur plantation ou commercialisation. Ensuite, en champ et en serre, vous avez encore les pathogènes qui peuvent infecter vos plantes. Donc, il faut tester également à ce niveau-là tout au long du développement de la plante. Enfin, en post-récolte, il vous faut également tester afin de répondre aux normes phytosanitaires, notamment au niveau international.
Alors venons-en malheureusement à la tomate, qui est particulièrement sensible aux pathogènes végétaux, donc que ce soit les bactéries, champignons et virus. Il faut savoir que les pertes économiques représentent environ 20% des rendements annuels, soit plusieurs milliards de dollars par an. Pour exemple, le cas du TOBRFV, on a observé des pertes allant de 30 à 70% dans les serres infectées. Malheureusement, le virus du TOBRFV, on en parle beaucoup actuellement parce que c'est celui qui est le plus présent, mais malheureusement, ce n'est pas le seul qui menace la tomate. Donc, je vais vous présenter rapidement des tendances de maladies que nous retrouvons sur la tomate. Donc, ce sont des données compilées provenant de notre laboratoire aux États-Unis où nous recevons des échantillons de partout dans le monde. Cela vous permettra d'avoir une vision d'ensemble de ce qu'il y a en termes de pathogènes au niveau mondial. On retrouve évidemment des virus et des viroïdes, notamment le genre des tobamovirus qui regroupent les virus comme le tomato-mosaïque virus, le tobacco-mosaïque virus, mais également les TOBRFV, qui fait partie de ce genre. Alors, ces virus peuvent se transmettre par la semence, mais également de façon mécanique. Vous allez retrouver également tout ce qui est viroïde. Donc, les viroïdes comme le tomatochlorotic dwarf et le potato spindle tuber. On retrouve toujours le pépino-mosaïque virus, les bégomovirus comme le Tilk et le New Delhi qui se transmettent par la mouche blanche. Et enfin, vous avez tout ce qui est tospovirus, comme le TSWV, qui est transmis par les trips. D'ailleurs, le TSWV revient en force dans différentes régions du monde. Voilà une fiche qui présente à nouveau les caractéristiques du virus TOBRFV qui a, perturbé toute la filière tomate. Je ne vais pas vous décrire les caractéristiques point par point, mais il est important de comprendre que, certes, par exemple en Europe, le TOBRFV a été retiré de la liste de quarantaine, mais les experts demandent à ce qu'on applique toujours les méthodes de contrôle de façon drastique. Donc il est important, avant d'aller tester, etc., de mettre en place des mesures d'hygiène et sanitaires assez strictes afin de pouvoir se débarrasser de ce virus. En tout cas, on l'espère. Un autre virus fait parler de lui actuellement, depuis les 2 dernières années, il s'agit du tomato fruit blotch. Donc la difficulté avec ce virus, il ne fait pas partie du même genre que le TOBRFV. La difficulté première, c'est qu'il provoque des symptômes qui ressemblent à d'autres symptômes provoqués comme le pépino ou le TOBRFV. On n'observe pas de symptômes sur feuilles, mais seulement sur fruits. Et selon une récente étude, ce virus serait transmis par des acariens. D'ailleurs, en France, l'arrêt d'un acaricide ces dernières années a provoqué une augmentation de population d'acariens et on observe un peu plus de cas de ce virus-là au niveau France. À ce jour, on ne connaît pas les impacts économiques de ce virus. Selon les experts, on pense qu'il n'atteindra pas ceux provoqués par le virus du TOBRFV. Enfin, on l'espère. En tout cas, c'est à surveiller. En ce qui concerne les bactéries et champignons, vous retrouvez toujours le clavibactère, qui pose problème parce que vous le retrouvez dans les eaux, dans les outils, donc il est très difficile à contrôler, et également l'exanthomonas. Donc rapidement, je voulais vous présenter les différents outils qui s'offrent à vous pour détecter de façon fiable et rapide les différents pathogènes. Je vous présente ici des méthodes un peu plus orientées laboratoire, comme au niveau moléculaire comme la PCR ou l'ELISA. Et puis, on va se diriger un peu plus vers le terrain avec des méthodes moléculaires rapides, puis on verra les outils de détection terrain comme les bandelettes. Je ne vais pas parler de tout ce qui est échantillonnage, parce qu'on n'a pas le temps, mais c'est une question très essentielle avant de tester les produits. La technique ELISA, c'est une technique très ancienne qui a été d'abord développée pour détecter des maladies humaines. Et dans les années 80, cette méthode a été adaptée au monde du végétal. Donc c'est une méthode qui permet de réaliser des tests à grande échelle, qui est simple techniquement, mais elle va demander quelques jours de préparation avant d'obtenir des résultats.
On peut tout à fait imaginer utiliser ce type d'outils au sein de pépinières ou de grosses productions. Il vous suffit d'installer une petite zone on va même pas parler de ça de laboratoire, mais une petite zone que vous allez dédier avec un petit peu de matériel de laboratoire, des personnes qui vont être formées à cette technique, et vous obtiendrez facilement vos propres résultats et vous pourrez réagir très rapidement. Évidemment, toutes les techniques que je vous présente demandent des contre-analyses, que ce soit au niveau interne ou externe, avec différentes méthodes. Au niveau moléculaire, alors la PCR, si vous avez peut-être déjà envoyé des échantillons à des laboratoires qui vous ont donné des comptes rendus PCR, donc c'est une méthode qui demande, on va amplifier les ADN du virus ou de la bactérie pour les rendre détectables. Donc cette technique demande quand même un certain savoir-faire en biologie moléculaire. Elle n'est pas forcément simple à mettre en place pour des personnes lambda, mais elle permet de détecter des pathogènes à très faible dose, notamment sur des échantillons asymptomatiques. Cette méthode est particulièrement utilisée par les semenciers au cours de leur création variétale ou également par des laboratoires de diagnostic afin de préciser le pathogène présent. J'en viens maintenant aux tests moléculaires rapides. Donc, représente une innovation dans le secteur du diagnostic. Donc, nous avons développé un kit rapide qui vous permet de réaliser en 30 minutes les tests moléculaires. Vous allez, à partir directement de l'échantillon, l'écraser, le mettre en présence de différents réactifs et utiliser ce type d'outil, de lecteur, et vous verrez si vous avez ou pas le virus cible. Donc la limite de cet outil, c'est qu'il peut provoquer des faux positifs si on ne sait pas trop manipuler, mais il faut une formation. Mais également, on n'a pas tous les tests disponibles actuellement sur le marché. Enfin, la technique Bandlet. La technique Bandlet est une méthode qui est principalement utilisée dans les serres au cours de la production. C'est une méthode très simple. Donc c'est en fait, c'est comme le test Covid. Avant, je disais que c'était les tests de grossesse. Alors quand j'allais visiter les producteurs, ça leur parlait pas trop. Maintenant, je peux leur dire test Covid. Donc cette méthode, c'est en fait la technique ELISA qui est en forme de Bandlet. Donc vous allez prendre vos échantillons, vous allez le mettre dans un sachet, broyer, insérer la bandelette et vous aurez ensuite deux bandes qui vont s'afficher si le test est positif et une bande si le test est négatif. Donc cet outil permet d'avoir rapidement un résultat et cela vous permettra de prendre rapidement des décisions au niveau de vos productions. Là, je vous ai résumé un petit peu tous les outils actuellement disponibles qui sont à utiliser en fonction du contexte et de votre objectif. Par exemple, lorsque l'on fait de la production de semences, on va utiliser des méthodes beaucoup plus précises, comme la PCR ou l'ELISA, afin de certifier les lots de semences. En pépinière et pour les jeunes plants, on préconise la méthode ELISA, mais également la méthode Bandlet, qui fonctionne très bien, afin de réagir rapidement. Ensuite, en serre, vous pouvez très bien continuer à utiliser les Bandlets, qui vont vous donner des réponses rapides. Et en export, etc., en certification, il y a des outils réglementaires à utiliser, comme la PCR et l'ELISA. Un autre aspect également, avant de savoir quelle méthode il faut utiliser, l'autre aspect, c'est savoir qu'est-ce qu'on veut détecter. Il n'y a pas forcément possibilité d'utiliser toutes les méthodes pour tous les pathogènes. Le virus répond bien à différentes techniques, comme l'ELISA, Bandlet, etc. Par contre, en ce qui concerne les viroïdes, on ne peut les détecter que de façon moléculaire. Je vous ai également listé les compétences requises par rapport aux différentes techniques, ainsi que les budgets alloués par rapport aux différentes techniques. Alors, j'ai un peu de temps, alors j'en profite.
Donc pour finir, je voulais vous présenter le cas d'un client qui est un producteur sous serre. Il a commencé à observer des symptômes au niveau de sa serre. Il a réagi assez rapidement en mettant en place des tests bandelettes. Il a ensuite contre-analysé ces échantillons positifs au laboratoire externe et cela lui a permis de mettre en place une quarantaine au niveau de ses serres. Grâce à cette stratégie de diagnostic, il a permis de limiter la propagation à une seule serre. Donc c'est pour vous montrer, alors juste ici, vous voyez en 2020 on commençait à avoir l'épidémie du TOBRFV. Il était à 70% de sa serre infectée et grâce à la mise en place d'outils de détection, il y a eu une chute, comme vous pouvez le voir, d'infection par rapport au TOBRFV, mais également à d'autres tobamovirus qui sont également dangereux pour la tomate. Voilà. Donc j'espère vous avoir convaincu de mettre en place ce type d'outils chez vous en interne. Ce sont des tests vraiment qui peuvent vous permettre d'améliorer vos rendements. Il ne faut pas beaucoup de matériel. Vous avez ici un vivier au Maroc d'étudiants, de biologistes qui peuvent vous aider à parfaire ces techniques au sein de vos organisations. Voilà, je remercie le groupe Greensmine, notamment Madame Sihem, pour l'organisation de cette conférence et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Alors, vous restez au pupitre et on va ouvrir les questions. Je pense que vous avez déjà le micro. Allez-y, je vous en prie. Je vous remercie, Madame Salima, pour la qualité.